Warriors, toujours on va dire le plan secret de Nick Fury, à mon avis, pour reprendre l'univers Marvel, est toujours en marche dedans. Et c'est ce que tu disais, hein, c'est que... Effectivement, moi j'y crois toujours à cette théorie. Et je pense que le prochain crossover, enfin pas le prochain, parce que le prochain c'est 2 mois, ouais. Mais celui de l'année prochaine... La grosse histoire de l'année prochaine, je pense que Nick Fury en sera, à mon avis, un élément très 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 important. Ouais. Carrément même. Donc Secret Warriors qui est souvent en lien avec Thunderbolts, dans le dernier crossover. Et Dark Avengers aussi. Hein. Exactement, donc ces trois-là sont plus ou moins liés à intervalles réguliers sur ces derniers mois. Donc, mais il y a, comment dire, le dessin en fait, les couvertures sont toujours de Jimmy Chung. Oui, qu'on ne voit pas assez. Ça peut tromper parce que vraiment bien les couvertures. Ah, elles sont nickel, hein. Mais l'intérieur il est de Stefano Caselli. Qui est complètement différent. C'est vachement bien. C'est un autre style. Complètement différent. C'est vrai que les fans de Jim Chung peuvent être déçus, mais en même temps, Caselli fait un boulot plutôt honnête sur cette série. Et moi je dirais même plus qu'honnête, c'est vrai, vraiment bien. Non, les personnages sont bien réalistes. Et c'est surtout le traitement de Nick Fury et de l'Hydra qui me plaît beaucoup. Là on le voit avec un petit coup de jeu qui n'est pas non plus pour déplaire. Parce que on voit qu'il a de l'expérience. Exactement. Ils ont vraiment réussi à le replacer de manière... Plus ou moins de façon intéressante dans l'univers Marvel. Et c'est vrai que là, là-dessus, je te suis. On peut enchaîner ensuite sur Daredevil, qui est toujours très bien depuis le numéro 500. Et depuis le gros événement, j'espère ne pas spoiler certains en disant qu'il est devenu le chef d'une organisation très connue de l'univers Marvel. Donc il espère plus ou moins utiliser cette organisation à ses fins à lui, donc pour faire le bien, pour reprendre Hell's Kitchen. Mais ce qui est énorme, c'est qu'à chaque fois avec Daredevil, moi j'adore. Je suis client, mais voilà. Et ce qui est énorme, c'est qu'à chaque fois, tu penses qu'il a touché le fond. Que ce soit avec Bendis, avec Brubaker, tu te dis il peut pas aller plus bas. C'est ce que oui. Et là, Andy Deagle a fait quelque chose d'énorme. Il a quand même supprimé tout ce à quoi Matt Murdock se raccrochait. Un peu le carcan qui l'entourait avant et qui en fait en faisait un personnage un peu trop torturé. Et, bon, là il est torturé, tiraillé. Exactement, et tiraillé et surtout tiré vers le fond à chaque fois, comme tu le dis. On l'a vu souvent toucher le fond du fond. Les morts, les trahisons. Ça n'a pas empêché de continuer son rôle de Daredevil, protecteur d'Hell's Kitchen. Et là, je crois qu'il a beaucoup de pain sur la planche, à mon avis. Ils ont toujours une bonne équipe en général. Mais De La Torre, qu'est-ce que ça donne au niveau du dessin ? De La Torre, moi je trouve qu'il fait un boulot plus que excellent. Qui reprend carrément, on va dire, l'ambiance qui a été installée depuis quelques années sur Daredevil. Avec Gaidos, avec ça c'est la nouvelle Bullseye. Avec Lady Bullseye. Exactement. Et c'est vrai qu'il travaille pour le caïd, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que le style est vraiment bon. C'est vraiment sombre, ça fait vraiment penser à du polar en fait. Ça correspond très bien à l'ambiance de Daredevil. Et c'est vrai que... Non, c'est une continuité pour moi le dessin. Là-dessus, De La Torre, c'est pas... Ça suit un peu le style de Mali. En fait. Voilà, c'est ça. Et c'est un très bon choix. Non, il n'y a pas d'erreur qui est fait là-dessus. Je sais plus qui dessinait... Il y a eu Maïf, il y a eu Gaidos, non ? Il n'y a pas eu Gaidos ? Non, je me trompe, c'était peut-être quelqu'un dans le même style. Peut-être. Lark, c'était Lark, il y a eu Lark. Michael Lark, voilà. Et Michael Lark était vraiment bon. Exactement. Donc là, De La Torre, je suis plutôt agréablement surpris. Très bon choix aussi, très bon choix. Au casting, il y a rien à dire. La fin de du premier volume. Avec le film à venir, c'est vrai que ça va être intéressant de voir. Ils ont dû se dépêcher. Effectivement, mais j'espère que ça va quand même être. Je ne l'ai pas lu non plus, je ne vais pas vous spoiler ni me spoiler. Mais je pense que ça va être une conclusion qui va valoir le détour. Voilà. X-Force. Ensuite, on enchaîne sur X-Force. Necrosha X, le crossover toujours en cours, avec X-Men Legacy. Clayton Crane, qui est un dessinateur avec un traitement qui utilise beaucoup Photoshop. On le voit pas assez, je trouve, parce qu'il dessine vraiment bien. Il est très précis, très méticuleux. Il a trouvé sa série, je trouve. Archangel, il fait peur. Là. Ah oui, mais je pense qu'en fait, ils ont essayé de donner un ton un peu légèrement horreur sur cette série, en tout cas plus gore que sur d'autres. Là, ils y sont parvenus, surtout avec le retour de Selene. À 100%. Et c'est vrai que là, sur ce crossover, il se prépare quelque chose d'assez intéressant pour cette équipe et on va aimer suivre ce qui se passe jusqu'à la fin, je pense. Donc vivement la suite de Necrosha, en partie comme je disais sur plusieurs titres.
Nouveau numéro cette semaine encore. Et qui marche bien, parce que c'était le dernier apparemment. Exactement. Là en fait ils repartent aux sources parce qu'on revoit donc Moleman, le premier ennemi. Ils reviennent aux sources. Ouais. Exactement, avec un petit hommage de la couverture qui ressemble vaguement à la première couverture. Mais c'est vraiment très bien dessiné. Les personnages l'histoire est très sympathique et assez... sympathique, mais en même temps on sent qu'il y a une... comment dire, les scénaristes se sentent concernés par Mais bizarrement, tu te sens un peu plus emporté par ce run-là que celui de Millard et Hitch. Oui, c'est sympa, mais il y a aussi des choses sérieuses et des sujets traités derrière, oui, bien sûr. Qui sont... Il y a une morale, quoi, en fait. Comme c'est aussi le comics familial, donc forcément, il y a une petite morale à la fin. Donc là, on passe chez DC. On passe chez DC pour la semaine. Donc assez calme cette semaine, quand même. Il n'y a que 3 titres Blackest Night. Donc on va commencer déjà par Superman, Secret Origin. Ouais. Gary Frank. Gary Frank, toujours, hein, je crois que t'aimes bien. J'adore Gary Frank. J'ai cru comprendre. Hein. Donc, toujours impeccable sur les détails, impeccable sur les expressions des personnages. On voit bien que c'est Christopher Reeves. Hein. C'est pas. C'est très 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 inspiré en tout cas, ouais, effectivement. Et Lois Lane est vraiment très sexy, mais c'est vraiment. Enfin, moi je vois Christopher Reeves, hein, c'est pas. En fait, Gary Frank, je crois qu'il a très bien compris les expressions des visages et comment recopier ces expressions. Et c'est vrai que là-dessus. On peut rien lui enlever à ce niveau-là. Et c'est indéniablement Christopher Reeves. Que ce soit n'importe quel plan, on peut aisément le reconnaître. Donc Gary Frank et Geoff Johns se sont attardés sur les Secret Origin. Donc c'est une réécriture ni plus ni moins des origines de Superman. Ça peut être intéressant pour les fans. Après, c'est vrai que ça a été la mode ces derniers temps de le faire, de refaire les origines des c'est ce qu'on se demandait, c'est quand même assez redondant de revenir. Revenir en arrière, réécrire pour justement donner une porte d'accès dans une histoire présente. C'est souvent le principe utilisé. Mais là, c'est vraiment trop rapide, quoi. L'origine, elle est vraiment trop rapide. Je pense qu'ils ont fait la même chose avec Iron Man. C'était à l'époque du crossover, du run qui avait été fait par Adi Granoff. Oui. Extremis. Voilà, exactement. Ils ont réécrit un peu l'origine. Effectivement. Et je trouvais que là, ça collait bien. Mais ce qui est dommage, parce que ça faisait quand même un bail que le personnage existait. Exactement. Et le replacer comme ça de manière subtile, je trouvais ça plutôt sympa. Passer un peu dépoussiérant entre guillemets dessus. Là, il y a déjà eu Birthright. Et là, ils reviennent avec Secret Origin. Donc au niveau de la démarche. Est-ce que c'est pour coller à une histoire qu'ils vont faire dans le présent? Est-ce que c'est pour coller à un futur film? Parce que c'est ça aussi. Hein. Hollywood aussi a souvent, dans les dernières années, je parle, inspiré des histoires sur les comics et malheureusement même, ils ont pu réécrire les origines grâce au film. Batman et Robin, donc toujours qui suit son cours, toujours Morrison au scénario. Ils ont encore changé de dessinateur, hein. C'est Cameron Stewart cette fois-ci qui prend la suite. Donc un style un peu différent de celui d'avant. Un peu plus en arrondi en fait. Exactement. Très classique, un peu statique peut-être, mais qui reste honnête, j'ai l'impression, à l'ambiance. Et au niveau de l'histoire, c'est vraiment... Là, j'ai l'impression qu'on replonge en fait dans de ce groupe de super-héros que Batman avait créé à une époque, avec des ersatz de lui-même ou de Robin. Ouais, donc, là, le personnage que je trouve absolument pas crédible, mais ça n'engage que moi, c'est Batwoman. Effectivement. Personnage créé pendant 52, la maxi-série. Voilà, personnellement, je trouve que ce personnage, il apporte vraiment rien. Ils ont voulu peut-être redonner une seconde bad girl comme Barbara Gordon avec l'effet rousse, l'effet un peu une fille qui est un peu. Mais à un moment, ils ont voulu faire le buzz en disant qu'elle était lesbienne, mais ça apportait rien à l'histoire. Effectivement, surtout qu'avec la fille avec laquelle il l'avait casé, The Question, on la voit plus du tout. Donc c'est un peu une chose laissée à l'abandon c'est un peu dommage, quoi. Effectivement. On continue sur Justice League, Cry for Justice, qu'on ne présente plus parce que c'est une bonne mini-série. Ouais. Il va se passer des trucs quand même assez gore là-dedans. J'ai l'impression, surtout qu'il y a Scott Clark qu'on avait plus connu sur Stormwatch à l'époque, qui fait du bon boulot. Avec par exemple, c'est au niveau de la couleur, on était un peu surpris. Hein. Un peu surpris de la tournure que ça avait pris sur les dessins, mais finalement ça reste plutôt honnête. Et on a droit même à des. Je sais pas, il y a quelque chose qui change, hein, on est d'accord. Hein. Mais on a le droit quand même à de très belles cases, comme de très belles planches comme celle-ci. Une magnifique bataille entre Donna Troy et Prometheus. On n'en a pas réellement conscience, mais c'est vrai que Troya, que ce soit Troya
ou Wonder Woman sont quand même des artistes martiales. Exactement. Et ils s'y connaissent. Et non seulement ça, c'est des Amazones, donc ils ont une force un peu plus développée que Black Canary ou autre super-héroïne lambda. On peut quand même tenir tête à Batman. Sans problème. Sans problème. Et Wonder Woman elle-même peut tenir tête, je pense, à Superman aussi. Ouais. Oui, ça a été dit plusieurs fois dans le passé.